Ma femme a froidement déclaré, je ne te dois aucune explication ni rien d'autre. Tu devrais être reconnaissant que je reste même avec quelqu'un comme toi, a-t-elle ajouté. Arrête d'être aussi dépendant et pathétique pour tout. Alors je lui ai prouvé que moi non plus, je ne lui devais aucun engagement. Et maintenant, elle supplie. Maintenant, lançons la vidéo. J'utilise un compte temporaire parce que mon compte principal contient trop d'informations personnelles. Tout cela s'est passé au cours de l'année dernière, et j'essaie encore de comprendre. Accrochez-vous, c'est une longue histoire, mais je vous promets qu'elle vaut la peine d'être lue. Moi, un homme de 36 ans, je suis marié à ma femme Emma, une femme de 34 ans, depuis 8 ans. Nous nous sommes rencontrés alors que nous travaillions tous les deux dans une grande chaîne de distribution. J'étais en gestion des stocks, elle était au service clientèle. Ce n'étaient pas des carrières particulièrement prestigieuses, mais nous construisions quelque chose ensemble, vous voyez. Pour donner un peu de contexte, je suis maintenant superviseur d'entrepôt dans une entreprise de logistique. C'est un salaire correct, avec de bons avantages, et j'ai travaillé dur pour en arriver là. Emma est responsable administrative dans une clinique médicale. Nous avons acheté une maison modeste il y a 3 ans dans une banlieue tranquille. Pas encore d'enfants, mais nous en parlions. Enfin, je croyais qu'on en parlait. La conversation qui a déclenché tout ce chaos a eu lieu un jeudi soir au hasard. Je venais de rentrer d'un service particulièrement éprouvant. Un de nos chariots élévateurs était tombé en panne et avait foutu en l'air tout notre calendrier d'expédition. Tout ce que je voulais, c'était passer un peu de temps avec ma femme, peut-être regarder une série ensemble, juste décompresser. Je l'ai trouvée dans le salon, en train de faire défiler son téléphone. « Salut chérie, tu veux regarder quelque chose ensemble ? Cette nouvelle série dont tu parlais ?» Elle a levé les yeux vers moi avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, froide, distante, comme si j'étais un inconnu qui s'était introduit chez elle. « Je ne te dois pas d'intimité, a-t-elle dit. J'ai littéralement ri, pensant qu'elle plaisantait. On avait toujours eu une relation assez joueuse, beaucoup de plaisanteries, mais elle n'a pas souri. « Je suis sérieuse, a-t-elle continué. J'en ai marre que tu t'attendes à ce que je laisse tout tomber juste parce que tu veux de l'attention. Être marié ne veut pas dire que je te dois mon temps ou mon affection. » Je suis resté là, comme un idiot, encore en tenue de travail, essayant de comprendre ce qui se passait. « Emma, j'ai juste demandé si tu voulais regarder la télé. Je n'exige rien. »« Mais tu fais toujours ça, a-t-elle rétorqué. Tu rentres à la maison et tu t'attends à ce que je sois disponible, comme si je n'avais pas ma propre vie, mes propres centres d'intérêt. Je ne te dois pas d'intimité juste parce qu'on est marié. » Cette phrase encore, comme si elle l'avait répétée à l'avance. « D'accord, ai-je dit lentement, est-ce que tout va bien ? Il s'est passé quelque chose au travail ? » Elle a levé les yeux au ciel. « Tu vois, c'est bien ce que je dis. Tu ramènes tout à toi, à ce dont toi tu as besoin. Je fixe une limite, Ryan. Il va falloir t'y faire. Ryan, c'est moi, au fait. » Ryan qui pensait depuis 8 ans être dans un véritable partenariat. Ryan qui avait payé les mensualités de sa voiture quand elle n'avait plus de travail. Ryan qui lui tenait les cheveux quand elle a eu une intoxication alimentaire le soir de notre anniversaire. Ryan qui, apparemment, ne méritait plus l'affection la plus basique de sa femme. Je ne savais pas quoi dire, alors je suis juste allé à la cuisine me faire un sandwich. Debout au-dessus de l'évier, comme un étranger dans ma propre maison. Je pouvais l'entendre dans le salon, parler au téléphone, rire même. Apparemment, elle avait de l'intimité à revendre pour la personne à l'autre bout du fil. Cette nuit-là, je suis resté allongé dans le lit à repasser la conversation, les mots exacts qu'elle avait utilisés, la façon dont elle les avait prononcés, comme si elle s'était entraînée devant un miroir. Quelque chose sonnait faux, comme un discours préparé, comme si quelqu'un lui avait soufflé exactement quoi dire. J'ai repensé à notre relation, essayant d'identifier quand tout avait changé. C'est vrai qu'on était dans une petite routine dernièrement, tous les deux débordés, stressés par l'argent, les problèmes classiques d'un couple marié. Mais là, c'était différent, c'était intentionnel. Les jours suivants ont été étranges. Emma agissait comme si rien ne s'était passé, mais il y avait désormais un mur entre nous. Elle partait au travail sans dire au revoir, rentrait à la maison et allait directement dans sa chambre. Depuis quand notre chambre était-elle devenue sa chambre ? Elle passait chaque soirée sur son téléphone, inclinant l'écran dès que je passais près d'elle. J'ai essayé de lui laisser de l'espace, peut-être qu'elle était juste stressée, peut-être qu'elle avait besoin de temps pour gérer ce qui la travaillait. Mais ensuite,
j'ai commencé à remarquer d'autres choses. Comme le fait qu'elle s'intéressait soudainement beaucoup à nos finances, des questions sur mon plan de retraite, mon assurance vie par le travail, ou encore si le vieux pick-up de mon père était à mon nom seul ou à nos deux noms. Mon père était décédé il y a 2 ans et m'avait laissé son Chevrolet C10 de 1967, restauré, en parfait état, probablement estimé à $30 000 pour un acheteur passionné. Emma avait toujours appelé ce véhicule, ce tas de ferraille rouillée, auparavant. Maintenant, elle voulait connaître les détails du certificat de propriété. Puis, il y a eu toutes ces rencontres avec sa sœur. La sœur d'Emma, Claire, est, comment dire ça gentiment? C'est le genre de personne qui pense que tous les hommes sont des ordures et que chaque divorce est une victoire. Elle a traversé une rupture particulièrement amère il y a 3 ans, en est sortie avec la maison, une pension alimentaire, et une haine profonde envers tout ce qui possède un chromosome Y. Elle ne m'a jamais vraiment aimé, au mieux elle me tolérait. Soudainement, Emma passait chez Claire 3 ou 4 fois par semaine, ce qu'elle appelait du « temps entre filles ». Elle rentrait à la maison avec des livres de développement personnel sur « découvrir sa vérité » et « reprendre son pouvoir », les laisser traîner comme si elle voulait que je les voie. Mais ce qui m'a vraiment mis en alerte, c'est la carte de visite d'une avocate spécialisée en droit de la famille, Diane Morrison, que j'ai trouvée dans la poche de sa veste en faisant la lessive. C'était la même avocate qui avait géré le divorce de Claire. Je suis resté planté là, cette carte à la main, avec l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Ma femme ne s'éloignait pas seulement de moi, elle préparait une sortie. Et visiblement, elle la préparait depuis un moment. Je n'ai pas honte de ce que j'ai fait ensuite. Enfin, un peu quand même. Mais quand on réalise que la personne avec qui on partage son lit depuis 8 ans prépare quelque chose dans votre dos, on devient un peu parano. Ou très parano. J'ai commencé à faire attention. Vraiment attention. Emma avait toujours été assez ouverte avec son téléphone. On connaissait mutuellement nos codes. Alors, un matin, pendant qu'elle était sous la douche, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, j'ai fouillé ses messages. Ce que j'y ai trouvé m'a coupé l'appétit. Il y avait une conversation de groupe avec Claire et 2 autres femmes que je ne reconnaissais pas. Les messages remontaient à plusieurs mois. Plusieurs mois. Elle s'appelait elle-même la « Freedom Squad », je sais, moi aussi ça me fait grimacer. Lire cette conversation, c'était comme lire un manuel pour détruire un mariage. Tu as commencé à tout documenter comme je te l'ai dit, écrivait Claire, 3 mois plus tôt. Oui, chaque fois qu'il hausse la voix, chaque fois qu'il est en retard, chaque micro-agression. Emma, bien. Crée cette trace écrite. Mon avocate dit que la documentation, c'est essentiel. Numéro inconnu, la mienne aussi. Même si ça semble insignifiant, note-le. Claire, j'enregistre nos disputes sur mon téléphone. Emma, c'est légal? Claire, dans notre état, oui. Consentement unilatéral. Ne lui dis juste pas, ah. Numéro inconnu. J'ai fait défiler des semaines de ce genre d'échanges, des stratégies pour me faire passer pour le méchant, des conseils pour cacher de l'argent, des liens vers des articles sur les abus financiers et la manipulation émotionnelle. Elle transformait nos désaccords normaux de couple en une sorte de guerre psychologique. Mais ce qui m'a achevé, c'est qu'elle l'a coaché pour m'épuiser mentalement, pour me faire sentir indésirable afin que je sois reconnaissant du moindre geste d'attention, puis utiliser mon comportement désespéré comme preuve de harcèlement. Le truc de l'intimité a parfaitement fonctionné, avait écrit Emma la semaine dernière. Il avait l'air tellement pathétique, comme un chiot qu'on aurait frappé. Bien. Garde tes distances. Plus il deviendra désespéré, pire il paraîtra devant un juge. Claire, sois prudente. Ne lui donne aucune munition. Numéro inconnu, fais-moi confiance. Ryan est trop gentil pour se défendre. Il s'excusera probablement de m'avoir rendue malheureuse. Emma, trop gentil pour se défendre? On verra bien, ma chérie. J'ai pris des photos de tout avec mon propre téléphone. Puis j'ai fait autre chose, j'ai fouillé nos relevés bancaires, les factures de carte de crédit, tout ce qui était financier, cherchant des anomalies, des motifs suspects, quoi que ce soit d'étrange. Et c'est là que j'ai trouvé. De petits virements de notre compte épargne commun vers un compte que je ne reconnaissais pas, $200 ici, 3 cents là, étalés sur 6 mois. Environ $4 000 avaient été transférés. Pas assez pour déclencher une alerte, mais suffisant pour constituer un joli petit pécule. J'ai creusé plus profondément. Ce compte était au nom d'Emma seulement. Ouvert il y a 6 mois. Exactement à l'époque où elle avait commencé à voir Claire plus souvent.
Coïncidence? Je ne pense pas. Mais attendez, c'est encore mieux. Ou pire, selon comment on le voit. J'ai trouvé des prélèvements pour un garde-meuble à l'autre bout de la ville. Nous n'avions pas de garde-meuble. Enfin, je ne pensais pas que nous en avions un. Les paiements remontaient à 4 mois, prélevés automatiquement sur sa carte de crédit personnelle. Que stockait-elle là-bas? Et pourquoi? Je devais le savoir. Alors j'ai fait ce que n'importe quel mari suspicieux ferait, je l'ai suivi. Oui, je sais ce que ça donne, croyez-moi, je me sentais comme un pervers assis dans ma voiture devant son boulot à attendre de voir où elle allait. Mais j'avais besoin de réponses. Ce mardi-là, au lieu d'aller chez Claire comme elle me l'avait dit, elle a conduit jusqu'à l'entrepôt de stockage. Je l'ai observée de loin, la voyant taper un code et disparaître à l'intérieur. 20 minutes plus tard, elle est ressortie avec un carton, l'a chargé dans sa voiture et est repartie. J'ai attendu qu'elle soit bien partie, puis je me suis approché du box. Évidemment, je ne pouvais pas entrer, mais j'ai vu le numéro du box, G47. Je l'ai mémorisé et je suis parti. Ce soir-là, elle était presque joyeuse, fredonnant en cuisinant choses rares ces derniers temps. Elle m'a même demandé comment s'était passée ma journée, même si je pouvais voir qu'elle n'écoutait pas vraiment la réponse. Ah, je suis passé chez Claire après le boulot, a-t-elle mentionné nonchalamment. Elle te passe le bonjour. C'est gentil, ai-je répondu en coupant mon poulet. Vous avez fait quoi? Juste parler, tu sais, des trucs de filles. Des trucs de filles, comme transporter des cartons mystérieux à travers la ville? Le lendemain, j'ai appelé l'entrepôt de stockage, faisant semblant d'être un mari confus qui avait oublié le numéro du box que sa femme avait loué au « Laissez-moi vérifier ça pour vous, monsieur Peterson », dit l'employé. Unité G47 louée à Emma Peterson, payée jusqu'à l'année prochaine. Peterson? Elle avait utilisé son nom de jeune fille, hein? Merci. Et rappelez-moi, depuis quand avons-nous loué cette unité déjà? On dirait que c'était il y a 4 mois, le 15 avril. Le 15 avril, 2 semaines après une dispute que nous avions eue à propos du fait qu'elle passait trop de temps avec Claire. La dispute qu'elle avait probablement enregistrée. La dispute qui, très certainement, figurait dans son petit journal de prétendus abus. J'ai remercié l'employé et raccroché. Puis je me suis assis dans mon camion, sur le parking de l'entrepôt, en essayant de digérer ce que je venais d'apprendre. Ma femme montait un dossier contre moi, avec l'aide de sa sœur, détournant de l'argent, dissimulant des biens dans un box de stockage, me mentant en pleine face sur tout cela. L'ancien Ryan, le trop gentil pour se défendre, aurait probablement été la confronter immédiatement, aurait tenté de discuter, de régler les problèmes, peut-être même de proposer une thérapie de couple. Mais ce Ryan-là était mort. À sa place se trouvait quelqu'un de plus âgé, plus sage, et 1000 fois plus en colère. Si Emma voulait jouer à des jeux, très bien. Mais elle ferait mieux d'être prête à perdre. On dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. Moi, je dis que la meilleure défense, c'est de laisser son adversaire croire qu'il est en train de gagner pendant que, silencieusement, on démantèle toute sa stratégie. J'ai commencé simplement, j'ai ouvert un compte bancaire à mon nom, dans une autre banque à l'autre bout de la ville. Je n'y ai mis qu'un peu d'argent, juste assez pour le rendre actif. Ensuite, j'ai loué une boîte postale pour recevoir les relevés. Des petits pas. Ensuite, j'ai trouvé un avocat. Pas n'importe lequel. J'ai trouvé Marcus Chen, un avocat spécialisé dans les divorces d'hommes, chaudement recommandé par un collègue de travail qui avait traversé une situation similaire. Laissez-moi deviner, a dit Marcus lors de notre rendez-vous, froideur soudaine, fréquentation accrue de copines divorcées, mouvement financier louche. Comment vous savez, ai-je répondu. Parce que je vois ce schéma 2 fois par semaine. Il existe même maintenant des services de coaching qui apprennent aux femmes comment quitter un mariage en maximisant les avantages financiers. C'est comme une arnaque pyramidale, mais pour le divorce. C'est immonde. C'est du business. La bonne nouvelle, c'est que si on peut prouver qu'il y a préméditation et dissimulation d'actifs, les juges n'aiment pas ça du tout. La mauvaise nouvelle, c'est que je dois être plus intelligent qu'elle. Tu peux faire ça? J'ai repensé au message d'Emma qui disait que j'étais trop gentil pour me défendre. Oui, je peux faire ça. Marcus m'a exposé un plan, documenté tout, mais discrètement. Ne pas changer trop mon comportement, sinon elle se méfierait. Et surtout, ne rien faire qui pourrait être interprété comme du harcèlement ou de l'abus. Elles espèrent que tu vas craquer, a-t-il expliqué. Que tu t'énerves, que tu cries,
peut-être que tu jettes quelque chose, ça deviendrait leur ticket gagnant. Donc tu dois être un saint. Un saint ennuyeux et prévisible qui ne voit rien venir. Alors c'est ce que je suis devenu. J'ai commencé mon propre journal, mais pas du genre que tenait Emma. Le mien était différent. Chaque jour, je notais à quelle heure je rentrais, de quoi nous avions parlé, ou pas, les dépenses effectuées depuis les comptes communs, son humeur, son comportement, où elle disait aller. C'était ennuyeux, mais des schémas sont apparus. Comme le fait qu'elle allait chez Claire chaque mardi et jeudi. Sauf que Claire postait des stories Instagram de vacances en Floride pendant une semaine. Apparemment, Emma n'avait pas remarqué ce détail. J'ai aussi commencé à prendre soin de moi. Je suis allé à la salle de sport chaque matin avant le travail. Fini la malbouffe. Le soir, je lisais au lieu de mendier quelques miettes d'attention auprès de ma femme. Pas pour elle. Pour moi. Tu as bonne mine, a commenté Emma un matin, la suspicion dans la voix. Pourquoi tu fais autant de sport? J'essaie juste d'être en meilleure santé, ai-je haussé les épaules. Le boulot est stressant, le sport m'aide. Elle m'a regardé longuement. Tu ne rencontres personne à la salle? L'accusation dans sa voix était savoureuse. Elle, qui préparait un divorce dans mon dos, s'inquiétait que moi je puisse la tromper. La projection était incroyable. Je rencontre seulement le tapis de course, ai-je répondu. Pourquoi? Tu veux venir avec moi un jour? Non, a-t-elle dit rapidement. Je me demandais juste. Elle était déstabilisée. Parfait. Les semaines suivantes, je suis devenu le mari idéal. Ni collant ni désespéré, juste agréable. Je préparais le dîner quand c'était mon tour, je faisais ma part des corvées sans qu'on me le demande, je répondais poliment quand elle me parlait, je lui laissais tout l'espace qu'elle voulait. Ça la rendait folle. Pourquoi tu agis bizarrement, a-t-elle exigé un soir. Bizarre comment? Tu es juste différent. Tu n'essaies même plus de me parler. Je croyais que tu voulais de l'espace. Tu as dit que tu ne me devais pas d'intimité. Je respecte cette limite. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis rouverte. Ce n'est pas, je ne voulais pas dire. C'est bon, ai-je dit calmement. Je comprends. On est deux adultes avec nos propres vies. Le mariage ne signifie pas qu'on se possède l'un l'autre. Je voyais son cerveau court-circuiter. Ce n'était pas dans son manuel. J'étais censé devenir plus désespéré, pas moins. J'étais censé faire des erreurs, pas devenir une meilleure version de moi-même. Pendant ce temps, je rassemblais des informations. J'ai oublié mon ordinateur portable ouvert, avec un faux mail à mon frère où je disais à quel point j'étais content qu'Emma et moi travaillions sur notre couple. J'ai bien veillé à ce qu'elle le voie en passant. Et bien sûr, ce soir-là, elle envoyait frénétiquement des textos dans le lit. Sans doute pour demander à la Freedom Squad pourquoi je ne suivais pas le script. J'ai aussi commencé à me préparer à l'inévitable. J'ai scanné tous nos documents importants, certificats de naissance, carte de sécurité sociale, déclaration fiscale et je les ai stockés dans un cloud dont elle ignorait l'existence. J'ai photographié chaque objet de valeur dans la maison avec des horodatage, créé un tableau détaillé de tous nos actifs et dettes. Le garde-meuble, lui, était plus compliqué. Je ne pouvais pas y entrer par effraction, mais je pouvais récolter des informations. J'ai remarqué qu'Emma s'y rendait toujours le mardi, toujours vers 16 heures. Alors, j'ai pris une demi-journée de congé et j'ai attendu. Cette fois, j'étais plus malin, je me suis garé à un endroit d'où je pouvais voir sa voiture sans qu'elle voie la mienne. Quand elle est entrée, j'ai compté 15 minutes. Elle est ressortie les mains vides, mais avec un air satisfait. Après son départ, j'ai discuté avec le responsable du site, en lui disant que je pensais louer un box, et je lui ai posé des questions sur la sécurité, les accès, ce genre de choses. Ah oui, m'a-t-il dit, on garde des enregistrements de chaque entrée. Il a dit fièrement, registre numérique, caméra de sécurité, tout ce qu'il faut. C'est aussi sûr qu'une banque ici. Bon à savoir, si cela allait jusqu'au tribunal, ces enregistrements pourraient être assignés à comparaître. La véritable percée est arrivée quand j'ai compris l'angle financier. Vous voyez, Emma gérait plutôt bien l'argent, mais elle avait des habitudes. Elle aimait les chiffres ronds, détestait avoir à gérer des centimes, laissait toujours des pourboires en montants exacts. Alors, quand j'ai vu une dépense de 73,47 $ dans un restaurant dont je n'avais jamais entendu parler, j'ai su que quelque chose clochait. Emma n'aurait jamais laissé une addition s'élever à 73,47 $.
Elle aurait laissé un pourboire pour arrondir à 75 ou 80 $. J'ai conduit jusqu'à ce soi-disant restaurant. Ce n'était pas un restaurant. C'était un cabinet juridique. Plus précisément, celui de Diane Morrison, spécialiste du droit de la famille. Elle payait déjà une avocate avec notre carte de crédit commune. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Je n'allais pas attendre qu'elle me serve les papiers. Je ne voulais pas être ce gars pris au dépourvu par un divorce. J'allais frapper le premier. Vous connaissez ce sentiment quand vous vous apprêtez à faire quelque chose qui va tout changer? Comme si vous étiez debout au bord d'une falaise, sachant que vous êtes sur le point de sauter? C'était moi, assis dans le bureau de Marcus Chen, sur le point de signer les papiers qui mettraient fin à mon mariage. Tu es sûr de toi? A demandé Marcus. Une fois que c'est déposé, il n'y a pas de retour en arrière. Elle planifie ça depuis des mois, ai-je dit. Je fais juste que la devancer. Très bien. Mais déposer en premier a ses avantages et ses inconvénients. Elle saura que tu l'as démasqué. L'effet de surprise va dans les deux sens. J'y avais beaucoup réfléchi. Mais je revenais sans cesse à ces messages, à la moquerie, à la cruauté calculée, aux commentaires disant que j'étais trop gentil pour riposter. Je veux déposer, ai-je dit. Mais je veux le faire intelligemment. Marcus a souri. Là, tu parles. Voici ce qu'on va faire. Le plan était d'une simplicité brillante. On allait déposer, mais ne pas lui remettre les papiers tout de suite. Dans notre état, on a 120 jours pour servir les papiers après le dépôt. Cela nous donnait du temps pour nous préparer, pour collecter plus de preuves et surtout, pour lui laisser croire qu'elle avait encore le contrôle. Continue à jouer ton rôle, m'a conseillé Marcus. Laisse-la penser que son plan fonctionne. Plus elle prendra confiance, plus elle fera des erreurs. C'est ce que j'ai fait. Je suis devenu un acteur digne d'un Oscar dans ma propre vie. Emma, de son côté, intensifiait les choses. La Freedom Squad devait commencer à s'impatienter, car elle cherchait de plus en plus la confrontation. Des reproches absurdes, sans fondement. Tu respires trop fort quand tu dors, a-t-elle déclaré un matin. Désolé, c'est agaçant. Tu devrais peut-être dormir dans la chambre d'amis. Ah, voilà. Documenter le fait que nous dormions séparément, faire croire que le mariage s'effondrait, ce qui était vrai, mais pas pour les raisons qu'elle allait prétendre. D'accord, ai-je simplement dit. Si ça peut t'aider à mieux dormir. Elle a cligné des yeux, de nouveau surprise par mon acceptation facile. Oh, d'accord, bien. J'ai déménagé mes affaires dans la chambre d'amis ce soir-là, et j'ai veillé à lui envoyer un message, preuve que je le faisais pour l'aider à mieux dormir et que je comprenais qu'elle avait besoin d'espace. En vérité, cette chambre était parfaite. Je dormais mieux sans elle. Je réalisais combien de tension je portais constamment, toujours sur mes gardes en attendant la prochaine accusation, la prochaine dispute. Les jours sont devenus des semaines. Nous sommes devenus des fantômes dans la même maison. Elle cuisinait de somptueux repas pour elle-même, ne me laissait rien. Je faisais mes préparations de repas le dimanche, assez pour toute la semaine. Elle monopolisait la télévision du salon. Je me suis installé un petit coin télé sympa dans la chambre d'amis. Chaque coup bas de sa part, je le contrais avec calme et élégance. C'était comme de l'aïkido, utiliser sa propre énergie contre elle. Mais le meilleur, c'était ce que j'ai découvert sur le garde-meuble. Vous vous souvenez de mon boulot à l'entrepôt? Il se trouve qu'un de nos chauffeurs réguliers, Jake, faisait des extras le week-end pour la société de garde-meubles. Le monde est petit. On a discuté pendant une pause café, et j'ai mentionné, l'air de rien, avoir vu ma femme là-bas. Ah oui, j'ai 47, a-t-il dit. Je l'ai aidé à y entreposer des cartons il y a quelque temps. Des trucs lourds. Beaucoup d'électronique, d'après ce que j'ai vu. De l'électronique, notre électronique. Elle commençait déjà à répartir les biens? Je me demande pourquoi elle n'a pas juste gardé tout ça à la maison, ai-je lancé d'un ton neutre. J'ai haussé les épaules. Elle a dit un truc à propos de désencombrer. A mentionné qu'elle envisageait peut-être de réduire la taille de son logement bientôt. Réduire la taille, hein. Je lui ai payé le déjeuner pour le remercier. Je ne l'ai pas cuisiné pour en savoir plus. Je n'en avais pas besoin. J'en savais assez. Ce week-end-là, Emma m'a annoncé qu'elle partait en voyage entre filles avec Claire. Ça a l'air sympa, ai-je dit. Où ça? Juste un week-end spa, tu sais, relaxation, papotage de filles. Tu le mérites, ai-je dit sincèrement.
Le travail t'a beaucoup stressé. Elle a même souri. Un vrai sourire. Pendant une seconde, j'ai revu la femme que j'avais épousée. Puis elle a disparu, remplacée par l'étrangère qu'elle était devenue. Après son départ, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier. J'ai fouillé partout. Chaque tiroir, chaque placard, chaque recoin caché de la maison. J'ai trouvé des emails imprimés échangés avec des avocats 3 différents, un projet d'accord de séparation ridiculement biaisé, des relevés bancaires pour 2 comptes que je ne connaissais pas, une liste intitulée « Ce que je veux », qui incluait mon camion, la moitié de mon plan de retraite, une pension alimentaire, ainsi que des cartes de visite d'agents immobiliers. Mais le jackpot, un carnet. Son journal de preuves. Où elle avait documenté tous mes soi-disant torts. Lire ce carnet, c'était comme pénétrer dans une réalité parallèle. Des interactions normales étaient déformées en abus émotionnels. Moi, demandant comment s'était passée sa journée, devenait une intrusion. Me voir cuisiner le dîner était interprété comme un comportement de contrôle. Suggérer qu'on aille au cinéma? Un manque de respect pour son autonomie. Mais c'est laquelle a commis une erreur, elle avait mal daté certaines entrées. Elle avait listé des disputes censées avoir eu lieu les jours où je pouvais prouver que j'étais au travail, prétendu que j'avais crié sur elle un week-end où j'étais chez ma mère, à 3 états de là. Brouillon. Très brouillon. J'ai photographié chaque page, puis remis le carnet exactement à sa place. Ce soir-là, seul dans la maison, je me suis assis sur le canapé et j'ai vraiment réfléchi à ce que je faisais. Une part de moi se demandait si je ne devais pas simplement la confronter, et essayer de régler les choses. Peut-être que tout cela n'était qu'un malentendu qui avait dégénéré. Puis j'ai relu ses messages. Trop gentil pour se défendre. Comme un chiot qu'on a frappé. Il va probablement s'excuser de m'avoir rendue malheureuse. Non. Ce n'était pas un malentendu. C'était une trahison calculée, par quelqu'un qui me voyait comme une cible, pas comme un partenaire. J'ai appelé Marcus. Je veux avancer. On fait quoi maintenant? On documente tout ce que tu as trouvé, on construit notre contre-dossier. Puis, au moment où elle s'y attendra le moins, on lui remet les papiers. Quand? Que dirais-tu de juste après qu'elle t'ait servi les siens? Qu'elle croit avoir gagné pendant 5 minutes. J'aime bien cette idée. Mais d'abord, j'avais encore une carte à jouer. Voyez-vous, l'employeur d'Emma avait une clause de moralité dans ses contrats, pour préserver la réputation de la clinique. Et si planifier un divorce n'était pas immoral en soi, voler de l'argent sur un compte commun et cacher des biens pouvait être vu tout autrement. Je n'allais pas m'en servir. Sauf si j'y étais forcé. Mais c'était bon de savoir que j'avais des options. Le week-end entre filles s'est terminé dimanche soir. Emma est rentrée rayonnante, détendue, heureuse. Elle avait visiblement passé un bon moment à planifier ma chute. Alors, ce spa, ai-je demandé. Incroyable. Je me sens comme une nouvelle personne. Tu as l'air heureuse, ai-je dit sincèrement. Je suis content que tu te sois amusée. Elle m'a observé un instant. Merci. Et Ryan? Oui. Je suis désolé. D'avoir été si difficile ces derniers temps. J'ai traversé des choses. Pendant un moment, j'ai ressenti de l'espoir. Peut-être qu'elle changeait d'avis. Peut-être qu'elle réalisait ce qu'elle allait perdre. On traverse tous des choses, ai-je répondu prudemment. C'est ça, le mariage, non? Se soutenir. Elle a hoché la tête, mais son regard s'était déjà éloigné. Oui, bien sûr. Elle est allée se coucher tôt. Je suis resté debout, regardant nos photos de mariage sur mon téléphone. Ryan et Emma, jeunes et amoureux, si sûrs de pouvoir défier les statistiques. Je me suis demandé à quel moment exactement nous étions devenus des étrangers, quand elle avait cessé de me voir comme son partenaire pour me voir comme un obstacle. Cela n'avait plus d'importance. Le lendemain matin, j'allais rencontrer Marcus pour finaliser notre stratégie. D'ici la fin de la semaine, les papiers seraient prêts. Emma pensait qu'elle était à quelques jours de m'abattre. Elle n'avait aucune idée qu'elle était déjà prise dans mon piège. Le mercredi matin a commencé comme les autres. Emma est partie au travail avec son habituelle salutation glaciale. Je suis allé à la salle de sport, puis au travail, puis rentré dans une maison vide. Routine normale. Vie normale. Sauf que je savais ce qui s'en venait. Marcus m'avait envoyé un message, son avocate a déposé la demande hier. Attends-toi à être servi bientôt. J'étais prêt. Le jeudi soir,
J'étais dans le garage en train de travailler sur le vieux pick-up de mon père, quand j'ai entendu une voiture arriver. Par la fenêtre, j'ai vu un huissier s'approcher de notre porte d'entrée. Emma a répondu, tout sourire. Elle a signé l'enveloppe, presque rayonnante d'excitation. J'ai continué à bricoler le camion, attendant. 10 minutes plus tard, elle m'a trouvé, enveloppe en main, tentant d'avoir l'air triste, mais incapable de cacher la satisfaction dans son regard. Ryan, il faut qu'on parle. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon et me suis tourné vers elle. Qu'y a-t-il? Elle m'a tendu l'enveloppe. Je suis désolé, c'est juste que, je ne peux plus continuer. Je veux divorcer. J'ai ouvert lentement l'enveloppe, faisant semblant de la lire. J'avais déjà vu une ébauche dans son carnet. Les termes étaient exactement ce que j'attendais, elle voulait la maison, la moitié de tout, une pension alimentaire, et le camion de mon père considéré comme bien marital. Emma, ai-je dit calmement, quand as-tu décidé cela? Ça fait un moment que ça monte, a-t-elle répondu, enchaînant sur ce qui était clairement un discours répété. On s'est éloigné. Tu es contrôlant, émotionnellement distant. J'ai besoin de me retrouver. Il y a quelqu'un d'autre? Non. Mon Dieu, pourquoi les hommes pensent toujours ça? C'est à propos de moi, de ma croissance, de mon cheminement. Son cheminement, bien sûr. Ok, ai-je dit. Si c'est ce que tu veux. Son visage s'est légèrement figé. C'est tout? Tu ne vas pas te battre pour nous? Est-ce que ça changerait quelque chose si je le faisais? Il semble que tu aies déjà pris ta décision. Elle s'est vite ressaisie. Je pense que c'est mieux ainsi. Mon avocate te contactera pour les détails. En fait, ai-je dit en sortant mon téléphone, laisse-moi t'épargner la peine. J'ai envoyé un message rapide à Marcus. Qu'est-ce que tu fais? A demandé Emma. J'avertis juste mon avocat. Ton quoi? La sonnette a retenti. Parfait timing. C'est probablement lui, ai-je dit en passant devant elle. Marcus se tenait sur le perron, avec son propre huissier. Salut Ryan. Emma est là. Juste ici, ai-je dit en désignant ma femme abasourdie. L'huissier a avancé. Emma Peterson, vous êtes officiellement notifiée. Elle a pris les papiers, hébétée, son visage passant de la confusion à la colère, puis à la peur. Ryan? Qu'est-ce que c'est? Les papiers du divorce. J'ai dit calmement, j'ai déposé la demande il y a 2 semaines. J'attendais simplement que tu fasses ton coup. Tu savais? Je sais pour la Freedom Squad, pour le garde-meuble, pour l'argent que tu déplaces, pour le carnet où tu inventes des abus fictifs. Ah, et aussi pour les 3 avocats que tu as consultés avant de choisir Diane Morrison. Le sang a quitté son visage. Comment t'as compris? Allons, Emma. Tu m'as traité de trop gentil pour riposter dans tes textos. Tu croyais vraiment que j'étais si stupide? Marcus s'est avancé. Madame Peterson, je suis Marcus Chen, représentant de votre mari. Nous disposons d'une documentation étendue concernant la dissimulation d'actifs, la manipulation financière et la conspiration en vue de fraude. Je vous conseille de dire à votre avocate de me contacter immédiatement. La bouche d'Emma s'ouvrait et se fermait comme un poisson. Tu ne peux pas. Oh mais si, je peux, ai-je dit. Tu vois, pendant que tu construisais ton petit dossier, moi je construisais le mien. Chaque message, chaque transaction cachée, chaque mensonge, tout est documenté. Le garde-meuble fait partie des biens communs, a-t-elle murmuré. Le garde-meuble que tu as loué sous ton nom de jeune fille, rempli avec notre matériel électronique? Oui, les juges adorent ce genre de transparence. Elle s'est tournée vers Marcus. C'est du harcèlement. Il m'espionne. Marcus a souri. En réalité, nous avons des preuves que c'est vous qui l'avez enregistré sans son consentement, que vous avez fabriqué de faux incidents, et coordonné avec d'autres personnes pour créer des motifs de divorce. C'est une conspiration en vue de fraude. Je veux que tu partes, a-t-elle lancé soudainement. C'est ma maison aussi. Je veux que tu partes ce soir. Aucun problème, ai-je dit. J'ai déjà un logement prêt. Ça fait des semaines que je suis prêt. Là, elle s'est effondrée. Les larmes sont venues mais pas les jolies larmes manipulatrices que j'avais déjà vues. Non, des larmes de rage, de frustration, de quelqu'un dont le plan venait d'exploser en plein vol. Espèce de salaud, a-t-elle craché. Sale salaud. Je suis le salaud? Toi,
tu as planifié ma destruction pendant 6 mois. Tu as déplacé notre argent, caché nos affaires, fait de moi un abuseur imaginaire, et je suis le salaud parce que je me protège. Son téléphone sonnait. Claire. Probablement la Freedom Squad, se demandant pourquoi le groupe était silencieux. Réponds, ai-je suggéré. Dis à Claire que son plan a échoué. Elle a saisi son téléphone et a filé à l'intérieur. Je pouvais l'entendre crier depuis le garage. Marcus et moi sommes restés là, dans un silence confortable. Ça s'est bien passé, a-t-il dit. Et maintenant? Maintenant, elle va se trouver un nouvel avocat et on va négocier. Mais avec ce qu'on a, elle aura de la chance si elle repart avec la moitié. Pas de pension, pas de camion, probablement pas la maison. Et pour l'argent déplacé? Elle devra justifier chaque centime. Si elle ne peut pas, ça sera déduit de sa part. J'ai hoché la tête. Ce n'était pas vraiment pour l'argent. C'était pour le principe. Pour ne pas être le gentil gars qu'on piétine. Ce soir-là, j'ai fait mes bagages. Pas grand-chose, des vêtements, des affaires personnelles, des documents importants. J'ai laissé tous les meubles, les affaires de cuisine, toute la vie qu'on avait bâtie. Elle pouvait tout garder. Moi, j'avais l'essentiel, ma dignité, le pick-up de mon père et un avenir sans quelqu'un qui me voyait comme une cible. En chargeant la dernière boîte, Emma est apparue dans l'embrasure de la porte. « Je t'ai aimé, un jour » a-t-elle murmuré. C'était réel. « Je sais » ai-je répondu. « Je t'ai aimé aussi. Mais la femme que j'aimais n'aurait jamais fait ça. » Claire a dit. « Arrête de blâmer Claire. Tu as fait tes choix. Assume-les. » Elle s'est enroulée dans ses bras. « Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Ce n'est plus mon problème. » Je suis monté dans le camion et j'ai démarré. Dans le rétroviseur, je l'ai vu debout dans l'allée, minuscule, perdu. Une seconde, je me suis senti coupable. Puis je me suis souvenu des messages, des moqueries, des mois de mensonges. J'ai monté le son de la radio et j'ai continué à rouler. Les mois suivants ont été flous, avocat, médiation, révélation. Emma a engagé un nouvel avocat. Apparemment, Diane Morrison l'avait abandonné en découvrant l'étendue des preuves que nous avions. Le nouveau juriste était plus réaliste sur ses chances. Le garde-meuble est devenu un problème majeur. Quand on lui a demandé un inventaire, Emma n'a pas pu expliquer pourquoi elle y avait caché la collection de montres de mon père, d'une valeur d'environ 5 000 $, notre matériel électronique commun, 2 ordinateurs portables, des tablettes, des appareils domotiques, de l'argent en liquide dans des enveloppes, environ 3 000 $, et les bijoux de ma grand-mère qu'elle avait prétendu avoir perdus. Son avocat a tenté de présenter cela comme de la mise en sécurité, mais le juge n'a pas été dupe, surtout après qu'on ait montré le contrat de location à son nom de jeune fille, payé depuis le compte caché. En parlant de compte caché, un audit financier a révélé qu'Emma avait mis de côté presque 15 000 $ en 2 ans de petites sommes prises sur nos comptes communs, de l'argent liquide provenant de ventes sur des sites d'occasion, des cadeaux familiaux jamais déclarés. C'est ridicule, a explosé Emma lors d'une médiation. Cet argent était pour les urgences. Quel type d'urgence nécessite de le cacher à votre conjoint, a demandé calmement le médiateur. Emma n'a pas pu répondre sans admettre qu'elle préparait son départ depuis des années. Quant à la Freedom Squad, elles se sont révélées être un handicap. Nous avons assigné leurs échanges à comparaître, et ce fut une mine d'or, non seulement des conseils pour quitter un mari, mais aussi de la planification active de dissimulation d'actifs, de fausse documentation, et de manipulation du système judiciaire. Claire, c'était la pire. Nous avons trouvé des messages dans lesquels elle se vantait de son propre divorce. J'ai dit au juge que Kevin m'avait frappé une fois. Il ne l'a jamais fait, mais comment pouvait-il le prouver? Résultat, 20 000 $ en plus et la garde exclusive. L'avocat d'Emma a eu un rictus en lisant cela. Mais la vraie schadenfreude, ce plaisir malsain, est venu d'une source inattendue, le travail d'Emma. Vous vous souvenez de cette clause de moralité que j'ai mentionnée? Eh bien, quelqu'un, pas moi, je le jure, a envoyé à son employeur un signalement anonyme à propos de la procédure de divorce en cours, en mentionnant spécifiquement la dissimulation d'actifs et les accusations de fraude. Les ressources humaines ont enquêté, découvert qu'elle utilisait les ordinateurs de l'entreprise pour chercher des avocats spécialisés en divorce, imprimer des documents juridiques et coordonner ses actions avec la Freedom Squad. Tout cela sur son temps de travail. Elle n'a pas été licenciée, mais rétrogradée, d'office manager à simple assistante administrative, réduction de salaire comprise. C'est de ta faute, a-t-elle hurlé au téléphone. Espèce d'enfoiré vindicatif.
Je n'ai jamais contacté ton employeur, ai-je répondu, sincèrement. Alors qu'il a fait? Mon hypothèse? L'une de ses amies de la Freedom Squad, probablement jalouse de son poste. Mais j'ai gardé cette théorie pour moi. La maison est devenue un autre champ de bataille. Emma voulait la garder et racheter ma part. Problème, avec sa baisse de revenus et les frais juridiques, elle n'était plus éligible à un prêt immobilier. Je vais prendre une colocataire, a-t-elle proposé désespérément. Ce n'est pas notre problème, a répondu mon avocat. Soit tu le rachètes à sa juste valeur, soit tu acceptes de vendre. Nous avons vendu et partagé la plus-value. J'ai utilisé ma moitié comme acompte pour un joli appartement en copropriété, plus proche du travail. Elle est retournée vivre chez ses parents. Le pick-up, lui, n'a jamais été sujet à débat. Le testament de mon père stipulait clairement qu'il me revenait à moi, pas à nous. L'avocat d'Emma n'a même pas essayé de le contester. La Freedom Squad s'est lentement dissoute. L'un des numéros inconnus s'est révélé être une femme en plein divorce, et l'avocat de son mari s'est montré très intéressé par nos preuves de conspiration. Claire a été poursuivie en justice par son ex pour fraude, en se basant sur ses mensonges admis au sujet d'abus. Tout ce système toxique de soutien s'est effondré. Pendant tout cela, moi, je reconstruisais. L'appartement était sobre, mais c'était chez moi. Je me suis investi à fond dans le travail, j'ai été promu chef d'entrepôt. J'ai recommencé à fréquenter des gens, sans rien de sérieux, juste le plaisir de passer du temps avec quelqu'un qui avait envie d'être là. Emma a tenté une réconciliation une fois. Elle s'est présentée à mon appartement, 6 mois après mon départ. Elle avait mauvaise mine. La confiance en elle avait disparu, remplacée par un désespoir palpable. J'ai fait une erreur, a-t-elle dit. Claire m'a embrouillé. J'ai tout gâché. Pourquoi? L'orgueil? L'argent? Tu as tout gâché parce que tu pensais mériter mieux que moi, ai-je répondu. Parce que tu pensais que j'étais trop gentil, trop stupide pour me défendre. Alors, comment ça a marché? On pourrait essayer à nouveau? Une thérapie peut-être? Emma, tu as planifié ma destruction pendant 6 mois. On ne revient pas de ça. J'étais confuse, influencée, ce n'était pas vraiment moi. Si. C'était bien toi. Le vrai toi était dans ces textos. Tu te moquais de moi, tu riais de combien j'étais pathétique à vouloir passer du temps avec ma femme. Voilà qui tu es vraiment. Elle est partie en pleurant. Je n'ai rien ressenti. Le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Et j'étais complètement indifférent à ses larmes. Le divorce a été officiellement prononcé exactement 1 an après cette première phrase, je ne te dois pas d'intimité. Une rupture nette. Pas de pension. Partage équitable des biens en ma faveur, compte tenu de l'argent caché. Ce soir-là, je me suis offert un bon dîner. Un bon steak, un excellent bourbon. J'ai levé mon verre à ma survie. Le couple à la table voisine semblait vivre un premier rendez-vous, nerveux, excité, plein d'espoir. J'ai eu envie de les avertir. De leur dire ce qui pouvait arriver. Comment l'amour pouvait se transformer en calcul froid. Mais je ne l'ai pas fait. Chacun doit apprendre ses propres leçons.